Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire de la CPME Gironde dédié donc à l'exécution des marchés publics et privés en temps de crise sanitaire. Donc je suis Meryl Boots, je suis chef de projet à la CPME Gironde et je suis en compagnie de nos 4 invités, donc Anne-Claire Maury et Solène Pénisson, qui sont avocates respectivement spécialistes des marchés privés et des marchés publics, et Monsieur Laurent Debord, délégué général de la Fédération française du bâtiment Gironde, et Monsieur Thierry Leblanc, président de la Fédération française du bâtiment Gironde. Je vais les laisser se présenter plus en détail dans quelques minutes, mais d'abord un petit rappel du fonctionnement de la plateforme. Vous avez un onglet chat dans lequel vous pouvez, voilà, il y a des gens qui ont commencé, vous saluer les uns les autres. Et voilà, vous dire bonjour, c'est l'onglet pour discuter. On va vous demander donc, toutes vos questions à nos invités. On va vous demander de les poser dans l'onglet questions qui est en haut à droite de l'onglet chat. Et si possible, juste avant votre question, d'indiquer votre secteur d'activité. Ça va permettre à nos intervenants de répondre de manière un peu plus précise. Donc voilà, écoutez, je vais les laisser du coup se présenter. Il y aura une première partie présentation et ensuite on répondra à toutes vos questions. N'oubliez pas que vous pouvez également voter pour les questions des uns des autres. Ça nous permet, s'il y a énormément de questions, de pouvoir traiter les questions qui ont le plus de votes en priorité. Et donc pour voter pour une question, c'est le petit triangle à droite des questions qui ont été posées. Voilà, je laisse la parole à nos invités. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Laurent Debord, je suis le délégué général de la FFB Gironde à Bordeaux. Donc, nous sommes, comme la CPME, une organisation professionnelle. À la particularité, c'est que nous ne représentons que des entreprises de bâtiment. Nous ne sommes pas interpro. Et nous avons en Gironde 740 entreprises qui sont adhérentes et qui représentent 12 500 salariés. Voilà. Et donc, nous sommes évidemment directement concernés par toutes les problématiques qui vont être traitées par l'ami avocate tout à l'heure. Et on interviendra en complément au fur et à mesure des questions pour vous apporter un éclairage d'actualité. Merci. On continue. Monsieur Leblanc, je vous laisserai terminer la présentation. Donc, Solène Pénisson, avocate en droit public des affaires et plus spécialement en marché public au sein du cabinet FIDAL. Donc, nos bureaux sont à Mérignac. Après, on rayonne dans toute la région, bien évidemment. Une petite précision, notre exposé aujourd'hui est centré surtout sur les marchés de travaux. Après, si vous avez des questions, bien évidemment, sur d'autres types de marchés, on y répondra. Mais voilà, pour pas qu'il y ait de confusion, on est vraiment axé marché de travaux, donc marché public, marché privé. Je vais laisser Anne-Claire se présenter. Bonjour à tous, Anne-Claire Maury, donc également avocate au sein du cabinet FIDAL. Je suis spécialisée en immobilier et j'interviens particulièrement dans le domaine de la construction à l'occasion de l'exécution de marchés privés de travaux. Bonjour à toutes et à tous. Thierry Leblanc, nouveau président de la FFB Gironde depuis le 18 juin. Je suis chef d'entreprise aussi, donc avec différentes sociétés dans le second œuvre du bâtiment et le service. Voilà, et on répondra à toutes vos questions. Merci. On va commencer sans plus tarder. On a un petit support à vous partager. On va vous présenter le support et ensuite on aura deux phases de questions. Voilà. En plein écran. Je vais retourner au début. Voilà. Alors, une petite introduction, on va bien évidemment insister sur les reports des délais et les pénalités, donc liées notamment au confinement. Ensuite, on va axer notre présentation sur les impacts financiers pour vos entreprises. Et enfin, on va vous proposer un petit tableau panorama des actions que vous pouvez mettre en œuvre dès à présent. Alors, soit si vous êtes déjà en lien avec le maître d'ouvrage, soit si le maître d'ouvrage n'a pas encore fait de proposition en ce sens. Alors, sans plus tarder, on a fait, en tant que juriste, un petit panorama des textes applicables. Je ne vais pas rentrer dans le détail, vous l'avez à l'écran.
Dans les grandes lignes, vous avez donc une série, donc la loi sur l'état d'urgence sanitaire, ensuite une série d'ordonnances, donc soit spécifiques au marché, soit qui à la marge modifient les marchés publics. On a, et on en parlera tout à l'heure, un élément d'actualité qui est le décret du 22 juillet dernier qui relève temporairement donc le seuil de dispense de procédure pour certains marchés de travaux. Et ensuite, je vous ai mis en italique des documents plus à usage de doctrine, donc c'est pas de la réglementation au sens premier du terme, mais c'est des documents pris par l'administration qui vont vous aider à discuter avec les maîtres d'ouvrage. Et j'en profite parce que je sais que les FFB ont beaucoup participé pour vous parler de la charte partenariale de bonnes pratiques des professionnels de la construction pour la gestion des chantiers en Nouvelle-Aquitaine, donc qui a été prise sous l'égide du préfet de région en mai dernier. Voilà, donc c'est quand même un document de référence au niveau régional. En marché privé, vous le voyez à l'écran, hein, nous avons beaucoup moins de textes qu'en marché public. Nous sommes très dépourvus. Alors, la charte partenariale qui est évoquée par Solène tout à l'heure a vocation également à s'appliquer dans le cadre des marchés privés. Et nous développerons par la suite, finalement, la réglementation de droit commun qui pourrait s'appliquer dans le cadre de notre sujet. Alors, sans plus tarder, on va commencer par le report des délais et les pénalités en matière de marché public. Alors, je vais vous présenter les dispositions qui ont été prises par l'ordonnance marché dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, c'est l'ordonnance, je vais redonner la date, c'est l'ordonnance du 25 mars 2020. Je ne vais pas revenir sur les théories juridiques de la force majeure ou de l'imprévision. Mon propos est plus opérationnel. Après, si toutefois, pendant la phase de questions, vous avez des questions très juridiques à me poser, j'y répondrai avec plaisir. Alors, le premier élément à avoir en tête, c'est que donc là, on se situe en phase de confinement, si l'entreprise n'avait pas les moyens suffisants pour poursuivre l'exécution du marché, elle devait l'arrêter, bien évidemment, ou alors si la mobilisation de ces moyens faisait peser une charge excessive. Alors, on pense à une charge financière, mais ça peut être aussi une charge en termes de moyens à mettre en œuvre. L'entreprise devait arrêter le chantier. Alors, à la demande de l'entreprise, la maîtrise d'ouvrage doit prolonger de manière obligatoire le délai d'exécution de 4 mois et 10 jours. Contractuellement, on peut y déroger donc à la hausse ou à la baisse. Cette prolongation des délais, elle porte sur la période comprise entre le 12 mars et le 23 juillet 2020 inclus. Donc aujourd'hui, post-23 juillet 2020. Toutefois, si vous avez fait donc, cette demande entre le 12 mars et le 23 juillet 2020, vous devez automatiquement voir votre marché prolongé. Après, on va voir bien évidemment que ça, c'est la théorie juridique et qu'en pratique, ça peut être un peu différent, mais voilà le principe. Et donc, j'en parlais, donc prolongation des marchés, également suspension des marchés. Alors, dans certains cas, la maîtrise d'ouvrage n'a pas voulu prolonger le marché, mais a préféré le suspendre. Et à ce moment-là, il fallait le faire par un ordre de service motivé. Je sais que les personnes publiques, enfin, les maîtres d'ouvrage de manière générale, ont hésité à le faire pour ne pas se voir imputer des surcoûts financiers par les entreprises. Bon, en pratique, on va en parler tout à l'heure, mais que l'on prolonge ou que l'on suspende, il y aura des surcoûts financiers et on va voir comment on va les traiter. Ne pas hésiter aussi, donc là on est côté entreprise et côté maître d'œuvre, à faire le constat des travaux qui ont été réalisés et des matériaux qui ont été approvisionnés donc, au moment du confinement et voire au moment du déconfinement. Vous n'avez, enfin, en tant qu'entreprise ou en tant que maître d'ouvrage, vous avez pu recevoir ou émettre des observations sur les ordres de service qui vous ont été édictés. Et donc, dans ces réserves, vous pouvez faire notamment état de en gros, de l'état du marché en cours avant le confinement. Alors, il y a plusieurs techniques à cet effet prévues par le CCAG Travaux. Donc, encore une fois, j'axe ma présentation sur les travaux. Donc, il y a l'ordre de service qui pouvait permettre de suspendre ou de prolonger le marché. Et il y a aussi la décision d'ajournement. Donc, ça, c'est l'article 49 du CCAG Travaux. Alors,
on en a beaucoup parlé dans la presse. Hein. On va mettre en œuvre ce qu'on appelle la force majeure pour les marchés publics à raison de la crise sanitaire. Et donc, il n'y a pas de pénalité, de retard ou autre. Par exemple, des fois, il y a des pénalités si on ne communique pas certains documents. Il n'y en a pas. Et on ne peut pas non plus prendre de sanctions contre l'entreprise pendant cette période d'état d'urgence sanitaire. On ne peut pas non plus engager la responsabilité contractuelle des entreprises. Alors, bien évidemment, il y a des limites à cette absence d'éléments négatifs par le maître d'ouvrage contre les entreprises. C'est que, ça doit être lié à l'épidémie ou aux mesures prises par l'administration pour y faire face. Et deuxièmement, l'entreprise doit démontrer qu'elle n'avait pas les moyens suffisants, que la charge était manifestement excessive pour exécuter le marché. Et on verra tout à l'heure en pratique comment on peut prouver ça, mais voilà, le principe c'est qu'il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de pénalité, pas d'engagement de la responsabilité contractuelle, mais ça doit être lié à la crise sanitaire. C'est la main claire. Alors, en marché privé, c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure, on a beaucoup espéré des ordonnances que nous n'avons pas obtenues. Et on a dû donc se référer aux ordonnances qui s'appliquaient plus généralement à l'ensemble des contrats et aussi aux dispositions préexistantes de droit commun pour pouvoir aménager les conditions d'exécution des marchés de travaux. S'agissant plus spécifiquement du report des délais et des pénalités, nous allons distinguer deux périodes. La première période, entre le 12 mars et le 23 juin 2020, qui correspond à la période juridiquement protégée en marché privé, et la période qui court à compter du 23 juin 2020. L'objet de cette distinction est de distinguer la période qui correspond à la période de confinement et à la période de reprise de l'activité, où on s'est interrogé sur les conditions de reprise de l'activité, et la période post-confinement, où les chantiers, pour la plupart, avaient repris. Pour ce faire, pour analyser cette question des délais et des pénalités, nous sommes référés à l'ordonnance 2020-427 du 15 avril 2020, qui avait pour objet de régir l'ensemble des contrats, non pas seulement les marchés privés de travaux, mais l'ensemble des contrats privés, et qui avait pour objet de reporter l'application des clauses pénales dans le cas où un délai n'était pas respecté. Alors, une clause pénale, qu'est-ce que c'est? Une clause pénale, c'est une sanction financière qui s'applique aux co-contractants dans le cas où il ne respecte pas ses obligations contractuelles. Dans notre cas, donc on distingue deux périodes. La première entre le 12 mars et le 23 juin 2020. Et dans ce cas-là, on va identifier si le délai qui est sanctionné, alors ça peut être la réception, la livraison des travaux, mais ça peut être également une obligation quelconque qui est visée dans le planning ou dans les différents comptes rendus, typiquement la communication d'une pièce, d'une étude, ou l'exécution de certains travaux qui sont sur le chemin critique de l'opération. Lorsqu'un délai est prévu contractuellement et est sanctionné, et qu'il intervient entre cette période du 12 mars au 23 juin, l'ordonnance prévoit un report de délai. C'est-à-dire que l'inexécution, le non-respect de ce délai ne sera pas sanctionné pendant cette période juridiquement protégée du 12 mars au 23 juin 2020. L'ordonnance aménage toutefois un report de l'application de ces délais. Alors, je m'explique. Lorsque le délai sanctionné intervenait pendant cette période, je reprends l'exemple de la réception, imaginons que la réception devait intervenir le 14 mars 2020, nous devons calculer le temps qui s'est écoulé entre le début de la période juridiquement protégée, donc le 12 mars 2020, et la date qui est sanctionnée selon le contrat. Donc, si la réception devait intervenir le 14 mars 2020, on sait qu'à compter du 12 mars 2020, on a 2 jours qui se sont écoulés. Les pénalités devaient donc en principe courir à compter du 15 mars, puisque la réception devait intervenir le 14 mars 2020. Et on va décaler cette période à compter de la fin de la période juridiquement protégée, donc à compter du 23 juin 2020. Donc, à compter du 23 juin 2020, on ajoutera 2 jours, ce qui nous ramène donc au 25 juin 2020, ce qui signifie que les pénalités s'appliqueront à partir du 26 juin 2020. Si la réception ou le délai sanctionné était postérieur au 23 juin 2020, la règle schématiquement est un peu plus simple, puisque l'ordonnance prévoit une prolongation d'un peu plus de 3 mois de report, soit une prolongation égale au temps qui s'est écoulé entre le 12 mars et le 23 juin 2020. Donc l'idée là, c'est bien de couvrir cette période d'arrêt de chantier et de reprise un peu difficile des chantiers.
Que se passe-t-il lorsque la prolongation est plus longue en fait que ce qui a été prévu dans le cadre de l'ordonnance? Alors, soit parce que l'arrêt s'est prolongé, c'est toutefois assez rare, je le vois en pratique lorsque je conseille mes clients, il est rare que l'arrêt de chantier ait duré plus de 3 mois et demi. Toutefois, si c'est le cas, il faudra regarder dans les stipulations contractuelles si certaines dispositions vous permettent de solliciter une prolongation plus importante, ou si l'arrêt de chantier ou le ralentissement de la reprise le report de la reprise des travaux est imputable au maître d'ouvrage, auquel cas il serait possible de tirer argument entre guillemets de cette défaillance pour pouvoir solliciter un délai supplémentaire, ou alors encore de recourir à la notion que Solène a évoquée tout à l'heure de la force majeure, qui pourrait permettre non seulement une prolongation de délai, mais également une exonération de pénalité. Le cas le plus courant, ce n'est pas que l'arrêt de chantier s'est prolongé au-delà de 3 mois et demi, mais souvent que les conditions sanitaires, le respect des prescriptions ont entraîné une prolongation des délais d'exécution parce qu'il y a eu une perte de cadence résultant des prescriptions sanitaires. Dans ce cas-là, l'ordonnance, hélas, ne prévoit rien. Là encore, on peut recourir aux stipulations contractuelles qui parfois peuvent aménager des prolongations de délai. Dans ce cas-là, on peut aussi envisager si les pertes de cadence pourraient être imputables à l'une des parties au contrat, mais c'est rarement le cas. En général, elles résultent du respect du guide de l'OPP-VTP, donc qui est imputable finalement, qui est extérieur aux parties. Et concernant la force majeure, on pourrait tenter de l'évoquer, mais là encore, ça sera beaucoup moins aisé que dans le cadre de l'arrêt de chantier. Dans tous les cas, notre recommandation est d'écrire au plus tôt au maître d'ouvrage. Au mieux, il aurait fallu le faire pendant la période de confinement. Si vous ne l'avez pas fait, il faut le faire dès à présent pour solliciter une actualisation du calendrier d'exécution par avenant ou par ordre de service, en évoquant, si vous le pouvez, non seulement la période de prolongation qui est prévue par l'ordonnance, mais également peut-être des pertes de cadence qui ne sont pas régies par l'ordonnance et permettant au maître d'ouvrage d'estimer la prolongation qui peut être légitimement demandée. On va vous laisser la parole, je vais arrêter le partage. J'ai entendu des questions popper. Ah non, c'était des commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en poser. Sinon, je ne sais pas si Monsieur Debord ou Monsieur Leblanc voulaient peut-être faire un commentaire complémentaire avant qu'on aborde la partie sur les impacts financiers de notre exposé. Juste un point, vous l'avez cité tout à l'heure, c'est la charte partenariale. On a effectivement mis au point un document au niveau régional et auquel se sont associés, donc sous l'autorité de la préfète, auxquelles se sont associées toutes les grandes organisations représentatives de la maîtrise d'ouvrage, à l'exception des promoteurs immobiliers, mais c'était une consigne nationale de leur part, il n'y a pas une volonté locale. Donc maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre et les organisations d'entreprises de production représentées par la Fédération des travaux publics, la CAPEB et la FFB. Voilà. Donc au niveau de la FFB Gironde, enfin l'idée c'était d'abord de réunir la signature de toutes les organisations, les représentants régionaux. Et ensuite, l'idée, ça a été de décliner ça en département. La raison pour laquelle, en Gironde, nous avons obtenu la signature de l'Association des maires de la Gironde. Nous avons obtenu également la signature de Bordeaux Métropole et de la mairie de Bordeaux. Le conseil départemental, lui, fera autrement. On les a rencontrés avec Thierry la semaine dernière. Et ils font autrement au sens où ils vont faire une charte qui sera aussi sur le futur plutôt, parce qu'aujourd'hui effectivement cette charte qui a eu le mérite d'exister, on l'a mis en place très tôt au mois de mai. Aujourd'hui, la signer aujourd'hui, ça aurait moins de sens d'un point de vue communication et organisation. Donc il n'empêche que c'est quelque chose qui est intéressant. L'idée vraiment qui sous-tend cette charte, c'est d'abord de privilégier le dialogue entre les différents interlocuteurs.
parce que finalement, la crise a un peu tétanisé tout le monde. Tout le monde s'est regardé en chien de faïence en ne sachant pas exactement ce qu'il fallait faire ou ne pas faire. Et c'est effectivement dans le dialogue, donc la charte, enfin, je vous en parlerai peut-être toutes les deux un peu plus avant ou tout à l'heure. Je peux, moi, mettre à disposition le document dans sa dernière version. Mais l'idée, c'est vraiment, au travers de cette charte, de faire un canevas pour expliquer aux gens tout simplement comment discuter entre eux, sur quelle base, et pour essayer d'arriver à quelque chose qui soit contractuellement équilibré et qui évite éventuellement d'en passer par des recommandés, des mémoires en réclamation ou l'application de la théorie de la force majeure, parce que c'est quand même un peu compliqué. Et c'est pas à la portée de tout le monde, surtout si on n'est pas accompagné, soit par des avocats de qualité, soit par des fédérations professionnelles de qualité. Donc voilà, c'était l'objet de cette charte. Juste un éclairage malgré tout pour dire que j'anticipe peut-être un tout petit peu sur ce que vous allez dire tout à l'heure, mais c'est qu'en termes de partage des coûts, selon nos échos, on est quand même pour le moment sur une volonté des maîtres d'ouvrage qui n'est pas très très forte de partager les coûts. On va dire ça de manière diplomatique. Voilà. Donc il n'y a pas forcément d'obstacle de base, mais là aussi ce sont des gens, ce qui est un peu logique, qui attendent d'en savoir plus pour vraiment savoir ce qu'ils veulent, ce qu'ils doivent vraiment ou pas prendre en charge. Donc, mais l'important, encore une fois, c'est surtout de privilégier le dialogue. Voilà ce que je voulais dire. Thierry, si tu veux compléter sur un point ou un autre. Ce qu'on peut dire, c'est que les marchés privés ont repris bien plus rapidement que les marchés publics. Donc ça, c'est un point essentiel. Il faut pousser les gens à faire du formalisme dans cette période parce que on s'aperçoit que les maîtres d'ouvrage ont vite oublié qu'il y a eu le Covid. Et donc, on se retrouve dans des situations où on n'a pas de report de délai de livraison. Donc, on va se retrouver étranglé à un moment donné. Et ça, je pense qu'il faut que les gens en soient conscients. On va vite l'oublier. Et si on n'a pas du formalisme, il y aura des pénalités à un moment donné qui vont surgir. Et donc des coûts. Oui, sur la question de l'oubli des maîtres d'ouvrage quant à l'impact du Covid sur les délais, je vous rejoins tout à fait. Et sur le nécessaire formalisme dans cette période, parce qu'en effet, pour plaider régulièrement devant les tribunaux et assister à des expertises, on sait que les experts et les magistrats comprennent l'impact, du Covid sur l'exécution d'un chantier. Et c'est une argumentation qui pourra être soutenue et qui pourra, à mon sens, être accueillie. Par contre, ce qu'on ne pardonnera pas aux entreprises, c'est de ne pas avoir alerté, de ne pas avoir écrit pour dire que les délais ne peuvent pas être respectés, que les cadences vont être ralenties et que cela entraînera des surcoûts. Donc, il faut bien ménager aujourd'hui vos dossiers pour lister l'ensemble des impacts qu'auront le Covid sur l'exécution de vos prestations. Non seulement pour vous souvenir, parce que ce n'est pas dans un an que vous pourrez monter votre réclamation de façon aisée, il faut collationner l'ensemble des informations et il faut montrer que vous avez alerté le maître d'ouvrage et que vous avez fait preuve de bonne foi dans l'exécution de vos prestations. Oui, effectivement, on va revenir en détail là-dessus, sur les impacts financiers, et c'est très important la traçabilité administrative, collecter toutes les factures, chiffrer, n'hésitez pas à faire des tableaux Excel, enfin, on va en reparler. Je vois qu'il y a une première question. Dans le cadre des chantiers avec les écoles, quid du report qui va se situer en coactivité avec les élèves, ce qui n'était pas initialement prévu, surcoût, délai. Et je vois une deuxième question, que faire si le maître d'ouvrage ne se manifeste pas? Alors, pour la première question, dans les écoles, donc si on parle d'école primaire, donc le maître d'ouvrage, c'est les mairies ou les intercommunalités, mais souvent les mairies. Alors, effectivement, souvent les chantiers ont lieu l'été ou doivent se finir l'été, et là, on va empiéter sur la rentrée scolaire. On va en parler à l'instant en matière de délai. Il faut demander une prolongation des délais. Enfin, il aurait fallu le faire si vous ne l'avez pas fait, malheureusement, entre le 12 mars et le 23 juillet. Si vous ne l'avez pas fait, même si le droit ne couvre pas la situation, mais on peut, encore une fois, faire une sorte de courrier récapitulatif. J'imagine qu'il y a quand même eu des échanges d'emails entre techniciens liés au fait même que les chantiers ne pouvaient plus se tenir. Donc voilà, encore une fois, refaire toute la traçabilité pour demander un report des délais. Si le report des délais a été fait, savoir si vous avez un calendrier qui vous a été communiqué,
si le calendrier vous convient. S'il ne vous convient pas, on en reparlera tout à l'heure, mais il faudra faire des observations. Et en matière de surcoût, on en parle à l'instant, mais effectivement, encore une fois, la traçabilité, c'est très important. Et dans le cas, là vous parlez d'école, donc plus des marchés publics, mais c'est peut-être le cas pour d'autres chantiers qui vont se retrouver en coactivité parce que le décalage des délais n'était pas prévu, et notamment de marché privé. Nous verrons des mécanismes dans le cadre des surcoûts, mais qui peuvent être également applicables dans le cas de délais, que sont la révision pour imprévision ou la théorie de la bonne foi, qui pourraient contraindre le maître d'ouvrage à renégocier les stipulations contractuelles et notamment les délais, parce que cette situation est imprévisible et met l'entreprise dans une situation où elle est impossible de respecter son engagement. Elle est dans l'incapacité, de respecter son engagement. Et si le maître d'ouvrage ne se manifeste pas, il faut encore une fois essayer de collecter, quitte à faire des mémoires en réclamation si vous êtes à un moment qui le permet, même les faire avant, le décompte général est définitif, ces mémoires en réclamation, on peut les faire à tout moment pendant l'exécution du marché. Ou alors faire des réserves, des observations sur les ordres de service. L'idée, c'est de provoquer. Si vous envoyez un tableau avec une demande, je sais pas moi, de surcoût de 20 ou 30 000 euros au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre, c'est étonnant s'il ne vous répond pas. Voilà. Ou alors, n'hésitez pas à demander des réunions, encore une fois, des réunions physiques, si les conditions sanitaires le permettent, ou par téléphone à minima. Voilà. Essayez de provoquer la réaction du maître d'ouvrage. Et on va continuer sur l'exposé tout de suite. Hop. Pour vous parler des surcoûts financiers. Alors, déjà, s'agissant des fondements de ces surcoûts, donc les hypothèses que je vais évoquer s'appliquent même hors cas de crise sanitaire. Alors, la première chose, c'est voir si la modification du marché est liée, donc on parle de travaux, de fournitures ou de services supplémentaires qui est nécessaire à raison de circonstances imprévues comme la crise sanitaire. Donc là, c'est la théorie de l'imprévision, ça n'a pas été prévu initialement, ça vous engendre un surcoût qui bouleverse l'économie de votre marché, et donc du coup, vous demandez à conclure un avenant ou à minima un ordre de service financier. Moi, en tant qu'avocate, je préfère les avenants parce qu'un avenant, c'est vraiment une modification contractuelle, tandis qu'un ordre de service financier, ça va plus être un aménagement. Bon, voilà, mais un minimum, un ordre de service et idéalement un avenant. Vous pouvez aussi regarder si vos documents contractuels prévoient une clause de réexamen. Pour certains marchés assez importants, normalement, on peut insérer une clause de réexamen, donc ça va être dans le CCAP. S'il y en a une, et essayez de voir si vous pouvez la rattacher à la crise financière. Ça peut être un moyen facile aussi du coup de ne pas passer par un avenant et d'exécuter en fait sur le fondement des dispositions contractuelles existantes et de cette clause de réexamen le marché. À savoir aussi pour les modifications non substantielles ou de faible montant. Alors, ce qu'on appelle non substantiel ou de faible montant, c'est un surcoût de 15% maximum en matière de travaux et 10% en matière de fourniture et services, donc 15 et 10% du montant total du marché. À ce moment-là, vous pouvez aussi prendre en compte ce surcoût financier via un avenant ou un ordre de service financier sans qu'on considère qu'il y ait besoin d'une nouvelle mise en concurrence, de reconclure un nouveau marché. Effectivement, de rappel, c'est pas évident, mais peut-être un rappel général, les modifications du marché public ne peuvent pas changer la nature du contrat, ni même inclure de nouveaux pouvoirs adjudicateurs. On pourrait imaginer un cas où un maître d'ouvrage est tellement défaillant qu'il fasse appel à un nouveau maître d'ouvrage. Non, à ce moment-là, il faut reconclure un nouveau marché. C'est les limites de l'exercice. Deuxième point qui est intéressant, et donc ça c'est toujours l'ordonnance marché public et qui peuvent faciliter la trésorerie des entreprises, c'est qu'on a un déplafonnement du taux de 60% pour le versement des avances. Donc on peut passer maintenant, on peut donc demander une avance jusqu'à ce taux de 60%. Et si l'avance est de plus de 30%, on n'a plus besoin de conclure une GPD, donc une garantie à première demande. Je pense que c'est une garantie de caution bancaire. Maintenant, s'agissant des avances de plus de 30%, on n'a plus besoin de ce formalisme-là qui, donc, si le maître d'ouvrage joue le jeu, est quand même une bouffée d'air financière pour les entreprises. Alors, on a pu avoir, on en parlait tout à l'heure, une suspension de l'exécution
d'interruption du marché, donc un arrêt de chantier en cas de force majeure ou à titre de précaution par les maîtres d'ouvrage. Alors, malheureusement, en pratique, on se rend compte que c'est rare, mais bon, si vous avez eu la chance d'être dans ce cas-là, vous devez être indemnisé à partir du moment où vous avez subi un préjudice. On va les détailler tout à l'heure. Le point central, on n'arrête pas de le répéter, hein, mais c'est prouver et évaluer le montant dû et des préjudices. Et enfin, je voudrais parler donc d'éléments d'actualité. Donc, c'est le décret du 22 juillet dernier dont on parlait tout à l'heure. Alors, ce qui est très intéressant dans ce décret, c'est qu'il s'applique aux travaux et aussi aux denrées alimentaires, mais je ne vais pas m'attarder sur question sur les denrées alimentaires, parce que je pense que ce n'est pas l'objectif de ce webinaire. Mais sur les travaux, donc les travaux qui sont conclus jusqu'au 21 juillet prochain, donc 21 juillet 2020 inclus, donc près d'un an, on peut passer des marchés sans publicité préalable ni mesure de mise en concurrence si leur montant est inférieur à 70 000 € hors taxe. De même, si on a un marché à lot, dont le lot est inférieur à 70 000 €, on peut aussi passer par le gré à gré, sous la réserve toutefois que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20% de la valeur totale du marché, donc de la valeur estimée de tous les lots. Si vous avez un marché où vous avez 2 lots inférieurs à 70 000, il faut faire attention que ces 2 lots ne représentent pas 20%, donc 4 lots, de la valeur des 4 lots. C'est très intéressant. Pourquoi à mon sens, hein, c'est intéressant parce que si vous n'arrivez pas à faire passer certains surcoûts financiers, imaginons par exemple que le surcoût est supérieur à 15%, ou si vous avez l'impression que la personne publique joue pas le jeu, vous pouvez lui proposer à ce moment-là de conclure un nouveau marché de gré à gré. Donc, il faut passer un nouvel acte d'engagement, bien évidemment, hein, sous réserve qu'il soit inférieur à 70 000 € et en cas de marché à l'eau sous la réserve que je viens d'indiquer. Mais ça va permettre en fait aux entreprises, et le but du jeu affiché dans ce décret, c'est bien la relance de l'économie. Donc, ça va permettre aux entreprises, si jamais elles se heurtent à la direction juridique du maître d'ouvrage ou maître d'ouvrage qui n'est pas à l'aise, bon, ben, on fait simple, on passe à un nouveau marché inférieur à 70 000 € et ça peut permettre de couvrir une partie des surcoûts. Voilà. Alors, là, on va rentrer dans concrètement qu'est-ce qu'on entend par surcoût. Alors, le problème, et là, je vois un clair en matière de marché privé, c'est qu'on n'a pas de réglementation. Donc, ce que je vais vous dire est fondé sur une circulaire du 9 juin 2020 qui s'applique au marché passé par le ministère de l'État et les secrétariats généraux de l'État, et sur la charte de bonne pratique en Nouvelle-Aquitaine dont on a parlé, qui s'applique à les marchés des collectivités, des bailleurs sociaux, des établissements publics, enfin bref, de tout le monde, sauf l'État. Même si ça a été signé par le préfet de région, l'État n'y est pas directement parti. Alors, on a 2 types de surcoûts principaux. Donc, comment les formaliser? Donc, ce que je mettais, c'est soit un mémoire en réclamation en cas d'ajournement ou un avenant si il y a eu suspension par le maître d'ouvrage. Ça peut être aussi, j'en parlais tout à l'heure, des réserves aux ordres de service quand on va vous communiquer un nouveau calendrier. À ce moment-là, on va dire, bah oui, mais alors j'émets soit la réserve suivante sur les délais, soit attention, moi j'ai des surcoûts qui représentent tel ou tel montant. Donc à ce moment-là, dans les 15 jours, sauf s'il s'agit de travaux, hein, sauf si votre marché prévoit des délais différents, mais si c'est s'agit de travaux, si on répond dans les 15 jours à l'heure de service, on envoie ça au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage et on les fait part de nos observations en tant qu'entreprise. Alors, les surcoûts liés à l'arrêt des chantiers. Donc, ce que je vous dis est fondé sur la circulaire du 6 juin 2020. Ce n'est pas directement opposable au marché des collectivités, par exemple, mais on peut considérer que c'est quand même ce que l'État s'applique. C'est une instruction du Premier ministre. Donc, voilà, c'est quand même une bonne base de discussion. Donc, la première catégorie de surcoûts en matière d'arrêt des chantiers, c'est tout ce qui va être sécurité du chantier, gardiennage, démobilisation des matériels, et bien évidemment du maintien en condition pour une reprise rapide. Alors, si on arrive à justifier de tous ces coûts et que bien évidemment leur caractère soit raisonnable, un exemple bête, hein, mais si vous avez assuré la sécurité de votre chantier pendant 60 jours, alors on ne va pas présenter une facture qui correspondrait à une facturation de 120 jours. Voilà, encore une fois, être raisonnable, je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, normalement, ces coûts doivent être pris en compte, alors idéalement en totalité ou au moins en partie par les maîtres d'ouvrage. Par contre, tout ce qui est coûts indirects, perte de chiffre d'affaires, immobilisation du matériel, ça reste à la charge des entreprises. Après, on peut imaginer que via les coûts directs, on arrive quand même à couvrir peut-être en pratique une partie importante des coûts. Ensuite, tout ce qui va être coûts liés à la reprise des chantiers, donc là, il y a des coûts liés aux mesures sanitaires. Donc, on pense, voilà, peut-être
plus d'équipes pour permettre les rotations, parce que voilà, on peut faire des travaux en petits groupes suivant la disponibilité du personnel, les frais d'acheminement, d'hébergement du personnel s'il a fallu mobiliser du personnel un peu éloigné. Alors ensuite, en fonction des cas de figure, hein, mais s'il faut des masques, du gel hydroalcoolique, voilà, tout ça, normalement, tout ce qui est coût lié aux mesures sanitaires, c'est à la charge du maître d'ouvrage. Donc, soit on passe par des prestations supplémentaires non prévues, on en a parlé tout à l'heure, ou soit carrément on modifie le marché. Alors ensuite, on a tout ce qui est perte de rendement. Donc, la question avait été posée tout à l'heure, coactivité, allongement des délais. Alors, la difficulté pratique, c'est que si votre chantier n'a pas été arrêté et n'a pas été réceptionné, terminé, cette perte de rendement, elle va être plus compliquée à calculer. C'est pour ça que dans la circulaire dont je vous parlais, l'État invite les entreprises à chiffrer ça à la fin du chantier. Si on peut rattraper les retards, si on se rend compte que les surcoûts, au final, on arrive un peu à les lisser. Enfin bref, ça, c'est un bilan qu'on fait en fin de chantier. Si toutefois vous vous rendez compte dès maintenant qu'il y a des surcoûts qui sont démesurés, encore une fois, on peut alerter le maître d'ouvrage en disant que le planning n'est pas tenable. Ça, c'est voilà, de votre responsabilité de le faire. Ou alors, dès à présent, lui demander une prise en compte de ces surcoûts. Voilà. Pour les marchés publics. Alors, pour les marchés privés, encore une fois, nous n'avons pas de disposition spécifique liée au Covid. Et la problématique est qu'en principe, et pour la majorité d'entre vous, les marchés sont forfaitaires. Or, quand les marchés sont forfaitaires, le Code civil, en son article 1793, prévoit que l'ensemble des surcoûts nécessaires à la réalisation de l'ouvrage, et ceux même s'ils sont imprévisibles, doivent être supportés par l'entreprise. Donc, c'est très sévère et les maîtres d'ouvrage pourraient invoquer cet article en indiquant que les surcoûts liés au Covid ne sont pas à la charge du maître d'ouvrage. Alors, il y a toutefois une exception qui a été dégagée par la jurisprudence en cas de bouleversement de l'économie du marché. Là, l'idée, c'est que lorsqu'il y a des surcoûts qui résultent soit de travaux supplémentaires, soit d'événements qui ont entraîné un surcoût très important, l'entreprise serait en droit de présenter une réclamation au maître d'ouvrage sur le fondement du bouleversement de l'économie du marché. Alors, la jurisprudence jusqu'à présent, jusqu'avant le Covid, accueillait ce type de réclamation lorsque les surcoûts résultaient d'un fait du maître d'ouvrage, soit parce que c'était des travaux supplémentaires, soit parce qu'il y avait une défaillance, le maître d'ouvrage n'avait pas réalisé des diagnostics nécessaires pour envisager des événements imprévisibles. Donc, il fallait établir qu'il y avait un lien entre ces surcoûts et le maître d'ouvrage. Mais comme je vous le disais, le bouleversement de l'économie du marché, c'est une création jurisprudentielle. Et aujourd'hui, certains auteurs ont tendance à considérer que on ne sait pas quelle sera l'interprétation des juges face au Covid et qu'ils pourraient avoir tendance à étendre cette théorie au Covid en considérant que l'entreprise serait en droit de présenter une réclamation. Mais nous n'avons aucune certitude sur ce point. Et dans le cadre des négociations, les maîtres d'ouvrage, et ils le font, ne vont pas manquer d'évoquer le fait que c'est un marché forfaitaire et que l'entreprise ne peut pas demander de présenter une réclamation du fait d'événements imprévisibles. Alors, on a quelques possibilités de renégocier lorsque le marché est soumis à la norme AFNOR. Alors là, je tiens à souligner que le marché est soumis à la norme AFNOR que si le contrat vise expressément l'application de la norme AFNOR. Ça n'est pas comme le CCAG travaux. Lorsque le contrat ne fait pas référence à la norme AFNOR, la norme ne s'applique pas. Dans le cas où le contrat fait référence à la norme AFNOR, on pourrait se référer en premier lieu à l'article 9.1.2 qui prévoit que le prix du marché comprend en principe les suggestions d'exécution des travaux normalement prévisibles, ce qui voudrait dire que les travaux qui ne sont pas prévisibles, qui sont imprévisibles, ne sont pas compris dans le prix du marché. Donc ça, c'est une première argumentation pour aller solliciter une rémunération complémentaire. Le deuxième point, et qui à mon sens est un peu plus concret, c'est l'article 9.3, qui prévoit qu'en cas de modification de charges imposées par voie législative ou réglementaire, qui aurait une incidence sur les coûts d'exécution de l'ouvrage, ces surcoûts pourraient faire l'objet d'un remboursement à l'entreprise.
Alors, attention, le guide de l'OPP-BTP n'a pas de valeur législative ou réglementaire. On ne pourra pas évoquer le guide de l'OPP-BTP pour faire application de cet article. Toutefois, on a eu certains arrêtés et certains décrets, notamment l'arrêté du 15 mars 2020 et le décret du 11 mai 2020 ainsi que celui du 31 mai 2020, qui ont valeur réglementaire et qui sont venus imposer des mesures de distanciation en toute situation, y compris dans la vie civile, mais également dans l'exécution des contrats et dans les prestations professionnelles. Or, les mesures de distanciation imposaient donc une distance entre 1 mètre en général entre les intervenants et l'obligation de recourir à l'usage de masques lorsque ces distances n'étaient pas respectées. Elle impose également des mesures d'hygiène. Donc, on pourrait invoquer ces dispositions réglementaires pour dire que dans le cadre de l'exécution de marché, vous avez des surcoûts afin de respecter ces dispositions et faire application de l'article 9.3. Lorsque votre marché n'est pas soumis à la norme AFNOR, je vous invite à regarder vos stipulations contractuelles parce qu'il y a, alors hélas, il y a autant de stipulations contractuelles qu'il y a de marché en général, mais parfois il y a des stipulations qui peuvent permettre d'aller demander de se voir indemniser de certains surcoûts. Il est possible, et je l'évoquais tout à l'heure, aussi d'invoquer l'imprévision, qui est prévue par l'article 1195 du Code civil. La théorie de l'imprévision n'est pas spécifique au Covid, hein, elle a été créée par une ordonnance de 2016, et elle a pour vocation, lorsque des événements imprévisibles au jour de la conclusion du contrat viennent bouleverser les conditions économiques de ce dernier, de permettre au co-contractant de venir renégocier les clauses de son contrat. Alors, il y a des conditions d'application. Cette théorie ne s'applique qu'aux contrats qui ont été conclus postérieurement au 1er octobre 2016, puisqu'avant cette théorie n'existait pas. Il faut que le contrat ne comprenne pas de clause dérogatoire sur ce sujet. Parce qu'en effet, la théorie de la prévision en droit privé n'est pas d'ordre public et donc il est possible d'y déroger. Et on voit en pratique qu'il y a beaucoup de contrats qui y dérogent. Donc là encore, il faut aller regarder vos dispositions contractuelles. Il faut également que l'événement qui justifie cette imprévision, qui justifie cette réclamation, soit considéré comme imprévisible. Alors, dans le cas du Covid, la plupart des doctrinaires s'accordent à considérer que c'est un événement imprévisible. Toutefois, si votre contrat est postérieur au 29 février 2020, qui est la date où la France est passée au stade 2 de l'épidémie, il sera plus difficile de soutenir que cet événement a été imprévisible, surtout qu'on a eu l'illustration de certains pays qui ont commencé à être confinés. Il faut également que l'exécution du contrat soit considérée comme excessivement onéreuse, donc là on revient à la justification des surcoûts, et que l'entreprise n'ait pas à accepter d'en assumer le risque dans le cadre de son forfait, mais ça, la plupart du temps, ça sera facilement, on pourra le démontrer facilement. Alors, qu'est-ce que cet article vous permet? Il vous permet de renégocier le contrat. Alors, là encore, vous allez me dire, bah oui, mais prendre attache au code du maître d'ouvrage, vous pouvez le faire sans cet article. Oui, mais si le maître d'ouvrage refuse de renégocier les conditions d'exécution de votre contrat, l'article 1195 vous permet d'aller saisir le juge pour demander au juge d'aller renégocier les stipulations contractuelles. Et c'est là tout l'intérêt. Alors, cet article date de 2016, donc on a très peu de recul sur jusqu'où ira le juge pour renégocier l'exécution du contrat, mais on peut légitimement espérer que le juge viendra renégocier peut-être sur la base d'une expertise judiciaire les délais d'exécution et également le prix du marché. Alors attention, si vous êtes soumis à la norme AFNOR, il doit y avoir une étape intermédiaire entre la négociation et la saisine du juge, puisque la norme AFNOR fait obligation aux parties de recourir au service d'un médiateur. Attention également, parce que à compter de la négociation, vous ne pouvez pas suspendre l'exécution de vos obligations. Donc, il ne faudra pas vous contenter d'écrire au maître d'ouvrage en disant que vous voulez renégocier les conditions d'exécution et arrêter de vous exécuter le temps de sa réponse. Il faudra continuer de vous exécuter jusqu'à ce que, au pire des cas, le juge ait tranché, au mieux, le maître d'ouvrage se soit prononcé. Il y a un autre mécanisme qui est un peu abstrait pour des praticiens, c'est celui qui est instauré par l'article 1104 du Code civil, qui rappelle que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Alors,
ça veut tout et rien dire. Mais l'intérêt de cet article, c'est que depuis 2016, on prévoit que l'exécution du contrat, et non pas seulement la négociation, doit être faite de bonne foi. Et donc, sur cette base-là, certains auteurs estiment que l'on pourrait invoquer la bonne foi pour considérer que le Covid a placé l'entreprise dans une situation impossible, impossible de respecter ses obligations contractuelles, mais aussi de supporter la charge financière qui résulte du Covid, et d'invoquer cet article pour renégocier les stipulations contractuelles. Donc, comme je vous le disais, là encore, c'est qu'une disposition récente, on a peu de recul, mais dans le cadre de négociations, j'aurais tendance à vous inciter à invoquer tous les fondements qui sont aujourd'hui évoqués pour renégocier vos stipulations contractuelles, car si nous n'avons peu de visibilité sur l'interprétation qu'en font les tribunaux, les maîtres d'ouvrage n'ont pas plus de visibilité et peuvent craindre une fin contentieuse. Je tenais à préciser qu'en pratique, aujourd'hui, ce qu'on voit dans le cadre des marchés, c'est qu'effectivement, peu de maîtres d'ouvrage privés sont enclins à accueillir à ce stade les réclamations des entreprises. On distingue les surcoûts arrêt de chantier et ralentissement des cadences consommables sanitaires dû aux prescriptions du guide OPBTP. S'agissant des surcoûts liés à l'arrêt de chantier, dans les marchés privés, on voit que les maîtres d'ouvrage sont très récalcitrants à les prendre en compte. Des discussions commencent à s'initier sur les ralentissements de cadence, mais aujourd'hui, moi, j'ai très peu d'avenants qui permettent d'acter la prise en charge de surcoûts. Et je tenais à vous les alerter sur le fait qu'on voit des avenants qui viennent aménager les délais, mais qui ne parlent pas du tout des surcoûts. Et dans ce cas-là, il est très, très important de faire des réserves et de ne pas signer l'avenant tel que, parce qu'on considère que vous avez accepté de nouveaux délais et que vous n'avez pas alerté s'agissant d'éventuels surcoûts. Merci. Alors, on va passer à la phase des questions, et juste pour précision, on aura une toute dernière partie sur les propositions, sur les propositions d'action à mettre en œuvre qu'on va vous exposer tout à l'heure. Alors, déjà, j'ai vu qu'il y avait des questions. Entreprise d'échafaudage prise en charge des locations pendant l'arrêt. Si la maîtrise d'ouvrage accepte un avenant de surlocation, y a-t-il une limite par rapport au montant initial du marché? Cela peut-il atteindre 20 voire 40%? Alors, je ne sais pas si c'est... J'imagine que c'est un marché public si vous évoquez la question du pourcentage, parce qu'en marché privé, il n'y aurait pas de limite. Ok, alors si c'est en matière de marché public, il faut se poser la question du montant total du marché. Donc, la limite dont je vous parlais en matière de marché de travaux tout à l'heure, c'est 15%. Alors, si ce n'est que que de l'allocation d'échafaudage, du moment que on reste dans les 15%, il n'y a pas de souci. Mais en fait, après, cette limite, elle a été déterminée pour définir ce qu'est une modification substantielle ou non substantielle du marché. On peut dépasser ce stade de 15% si on recourt à la théorie de l'imprévision, c'est-à-dire au motif que vous ne pouvez pas exécuter du marché dans des conditions normales et que ça bouleverse l'économie de votre contrat. À ce moment-là, bien évidemment, l'acheteur public doit prendre en compte les surcoûts, même si ça excède le stade de 15%. Mais en fait, la difficulté pratique à laquelle on est heurté, c'est que oui, cette théorie de l'imprévision s'applique, mais les maîtres d'ouvrage publics ont un peu du mal des fois à l'appréhender et donc du coup restent psychologiquement bloqués sur ce seuil de 15%. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais du décret du 22 juillet qui, à mon sens, est intéressant, parce que si, alors je ne sais pas de combien est le surcoût, mais s'il est inférieur à 70 000 €, on pourrait, de la location. Alors, en fait, j'ai pas bien compris si c'était un marché que de travaux ou un marché de fourniture de services, parce que si c'est de la location, donc on est dans du service, et donc le décret du 22 juillet ne s'applique pas. Mais si on arrive à le rattacher à un marché de travaux, si on est inférieur à 70 000 €, on peut conclure un marché de gré à gré. Si toutefois on n'est pas là-dedans, moi je pense qu'en se référant à la théorie de l'imprévision, on peut passer ce seuil de 20 à 40% et en fait on va permettre de prendre en charge tous les surcoûts qui sont liés aux mesures sanitaires nécessaires pour parer l'épidémie. Après, je ne sais pas si ça répond à la question, n'hésitez pas à la préciser si besoin.
sais pas s'il y a d'autres questions. Si la FFB veut peut-être compléter. Je voudrais juste intervenir en complément sur un point, c'est qu'à l'usage, on constate qu'aujourd'hui, et ce qui peut quelque part se comprendre, les maîtres d'ouvrage, qu'ils soient privés ou publics, sont globalement pas très à l'aise avec la prise en charge des surcoûts liés aux questions de productivité. Parce que, alors même si nous, on a permis à nos adhérents de pouvoir calculer un certain nombre de choses, on met à disposition des tableaux en fonction des métiers en plus qui permettent de le faire, mais globalement, ce qui me fait réagir à ça, c'est la question des échafaudages, parce qu'effectivement, c'est très concret. En fait, on sait, aujourd'hui, on peut présenter des factures pour dire combien coûte un échafaudage, combien coûte l'achat d'un masque, combien coûte l'achat d'un gel hydroalcoolique, combien coûte la mise en place d'une base vide sur une échelle plus importante, combien coûte le ménage. Et c'est souvent par ça que les maîtres d'ouvrage, en général, commencent à dire qu'ils sont en capacité de discuter sur la possible prise en charge des surcoûts. Vous comprenez que je mets des conditionnels à chaque fois, à chaque étape parce que c'est effectivement quelque chose qui est quand même de l'ordre de la négociation, et il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que les entreprises de bâtiment ont redémarré le boulot sans avoir aucune assurance de la prise en charge de ces surcoûts. Et que pour le moment, dans 80 à 90% des cas, c'est quelque chose qui repose sur elles, ce qui est extrêmement regrettable. Et c'est là où il faut absolument que les maîtres d'ouvrage fassent preuve d'un certain sens de la responsabilité, parce que je laisserai Thierry en parler tout à l'heure avec des chiffres extrêmement concrets pour vous expliquer ce que c'est que le modèle économique d'une entreprise de bâtiment. Mais si à un moment donné, on dit aux entreprises, les surcoûts, tu te les avales, ce sera le meilleur moyen de détruire le tissu économique et ensuite de se plaindre et de pleurer comme une madeleine parce qu'on trouve plus d'entreprise pour bosser. Donc, on le disait tout à l'heure, c'est vraiment ça doit faire l'objet d'un partage. C'est tout autant une question économique que quelque part une question d'éthique, parce qu'on dit beaucoup que on est censé être partenaire sur un chantier, que ce soit les maîtrises d'ouvrage, les maîtrises d'œuvre et les entreprises. Pour le coup, le partenariat est un peu à sens unique jusqu'à présent. Voilà. Je laisse la parole à Thierry sur son éclairage, y compris de chef d'entreprise qui vit ça au quotidien aussi. Oui, alors on a les deux marchés, marché public, marché privé. Je dirais que le marché public aujourd'hui prend en compte les installations de base vie, location, d'échafaudage complémentaire, de grues. Voilà, ça à la rigueur, c'est assez facile à échanger avec eux, leur faire passer les factures là-dessus. Dans le marché privé, c'est complètement différent. C'est que les maîtres d'ouvrage ont pris bien souvent le nettoyage de la base vie et les compléments de base vie. Et ça s'est arrêté là. Les entreprises ont voulu reprendre parce que elles ne savaient pas trop comment allait se jouer le chômage partiel. Et elles ont préféré emboîter rapidement le travail, sachant que il y a quand même des frais fixes qui courent. Et même s'ils ont touché le PGE, quand vous avez un compte de résultat avec 2% de résultat net, ça vous laisse peu de marge de manœuvre si les délais courent très longtemps. Donc, malheureusement, on a un tissu de PME dans le bâtiment, en règle générale, de moins de 10 salariés, hein, si on fait ça. Donc, elles ne sont pas équipées pour faire du formalisme et écrire au maître d'ouvrage, sachant qu'il y a une relation assez proche avec les maîtres d'ouvrage. Et donc, c'est un jeu de négociation et de pouvoir. Et il y a quand même un sentiment d'infériorité quand on parle à un maître d'ouvrage qui nous paye. Donc, c'est là où je dis il faut faire du formalisme. Il faut être capable, alors la Fédé a mis des outils en place pour aider les entreprises à calculer leurs surcoûts, d'accord, pour pouvoir le présenter. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on est en mesure, en fonction de chaque métier, de pouvoir dire et de pouvoir aider un entrepreneur à calculer son surcoût. Par contre, dans le formalisme pour l'amener au client, pour négocier, ça, c'est un peu plus compliqué parce que il faut s'appuyer sur le texte de loi, il faut s'appuyer sur un certain nombre d'éléments, et ça, généralement, ils ont besoin d'être accompagnés. J'attire l'attention, c'est que
Les entreprises ne le voient pas aujourd'hui parce qu'ils ont touché le PGE, 25% de leur chiffre d'affaires au maximum. Donc, les problématiques, on ne va pas les avoir là au mois de septembre, on va les avoir au mois d'octobre, novembre, fin d'année, voire on aura fait nos bilans, et c'est là où on va voir la problématique. Parce que peu d'entreprises aussi font des situations intermédiaires et donc ne mesurent pas réellement les pertes en ligne. Et donc, je pense qu'il serait bien, c'est qu'ils fassent une situation au 30 septembre au moins pour voir les dégâts et pouvoir vite prendre des initiatives vis-à-vis des maîtres d'ouvrage pour les récupérer, s'ils le peuvent, des dédommagements voilà, par rapport à ces pertes en ligne. Pardon. Je rebondis sur ce que vous dites. L'ensemble de ces évaluations à mi-parcours vous permettront, dans le cas où la situation est vraiment complexe avec le maître d'ouvrage et que vous pensez qu'on arrivera soit à une voie de médiation, soit à une voie contentieuse, vous permettra de présenter ces éléments-là pour montrer le sérieux de votre analyse et l'état de bouleversement économique dans lequel vous vous situez. Voilà. Je vois qu'il y a une question, par contre, je ne sais pas si elle est orientée marché public ou privé. Alors, en matière de marché public, en fait, l'imprévision, c'est une vieille théorie jurisprudentielle du début du XXe siècle. Elle a été codifiée au nouveau code de la commande publique, donc elle est prévue par le code, donc elle prévaut sur les stipulations contractuelles du marché. Elle s'applique, sauf si vous avez une clause qui déroge expressément à la théorie de l'imprévision, mais pour moi, une telle clause serait nulle. Mais sinon, vous devez appliquer la théorie de l'imprévision. Alors, par contre, oui, je pense que peut-être la question fait plus référence au marché privé. Ce que je vous disais tout à l'heure, ça n'est pas en marché privé une clause d'ordre public, donc on peut y déroger. Vous nous le confirmez. Voilà. Dans ce cas-là, comment peut se formuler la dérogation? Alors, dans le cas le plus clair, il est écrit que les parties entendent déroger à l'article 1195 du Code civil. Donc là, il n'y a plus d'interrogation. Dans d'autres cas, on peut effectivement ne pas avoir de dérogation pour imprévision, mais le marché peut prévoir que le prix est censé inclure certaines prestations ou certaines imprévisions qui sont nommément désignées. Donc, par exemple, une imprévision due à une problématique de sol ou quelque chose comme ça. Vous ne verrez, à mon sens, jamais figurer une clause qui indiquerait que les parties ont entendu accepter une imprévision liée à une pandémie. Alors là, vous le verrez dans les contrats assignés aujourd'hui. Moi, je le mets dans mes contrats aujourd'hui, mais comme c'était impensable par l'ensemble des acteurs auparavant, cette clause n'existera pas. Donc, je pense que s'il n'y a pas de dérogation expresse à l'article 1195 du Code civil ou à la théorie de l'imprévision in extenso, les coûts qui sont prévus dans les prix ne permettront pas de soutenir qu'il y a une dérogation à la théorie de l'imprévision. Je rebondis parce que je vois que la question peut concerner éventuellement les marchés publics de droit privé. Donc, un petit rappel, les marchés publics de droit privé, c'est des marchés publics qui ne sont pas passés par des personnes publiques, mais par des personnes morales de droit privé qui sont soumises au code de la commande publique. Donc, à partir du moment où elles sont soumises au code de la commande publique, les dispositions dont je parlais sur l'imprévision de ce code s'appliquent. Donc, encore une fois, sauf si contractuellement, vous avez un aménagement de cette théorie de l'imprévision, personnellement, je ne l'ai jamais rencontré, mais envisager que ça existe. Sinon, la théorie de l'imprévision s'applique bien, y compris au marché public de droit. Alors, je vous propose de continuer notre présentation. Là, on va vous parler concrètement des modalités qu'on peut mettre en œuvre. On a fait un petit schéma que je vous partage. Alors, on n'a pas arrêté de le répéter. L'idée, c'est de se concerter, de se réunir, d'éviter le contentieux, parce que je pense que c'est dommageable pour tout le monde, et surtout côté maîtrise d'ouvrage, si l'entreprise arrête ou quitte le chantier, le maître d'ouvrage a aussi intérêt à ce que son chantier se passe bien. Tracer au maximum, donc établir des comptes rendus. Si vous avez des réunions visio ou téléphoniques, n'hésitez pas à renvoyer un petit mail derrière pour rappeler les échanges. Si vous avez des réunions physiques, n'hésitez pas aussi à faire établir des comptes rendus, à les circulariser auprès de tous les intervenants
même si c'est pas votre rôle, même si vous n'êtes pas maître d'œuvre, mais faites-le si ça concerne votre entreprise et envoyez-le à tout le monde. Comme ça, si jamais il y a un différend, ça permettra tout de suite de l'éclaircir. Voilà, le but du jeu, c'est de négocier pour éviter les contentieux. Oui. Alors, on a voulu vous faire un petit tableau récapitulatif des cas qui pourraient se présenter à vous. On a vu quelques propositions d'avenants sur certains marchés. Lorsque la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre vous adresse un projet d'avenant, il faut bien évidemment vérifier que cet avenant prend en compte l'ensemble des impacts résultant du Covid, tant en termes de délai, est-ce qu'on prend en compte l'arrêt de chantier, le ralentissement des cadences, que de surcoûts, et également voir si le PGC est visé dans l'avenant. Pourquoi je dis ça? C'est parce que en marché privé, le PGC est souvent une pièce contractuelle. Or, le Covid a donné lieu à une actualisation des PGC, et le PGC peut être parfois un bon prétexte aussi pour aller solliciter la production d'un avenant. Dire, bah, écoutez, on a un PGC contractuel qui n'est plus d'actualité, nous avons un besoin d'un PGC pour actualiser notre marché qui aujourd'hui est caduc dans ces dispositions. Et à cette occasion, nous vous rappelons qu'il y a eu une modification du calendrier et également du prix du marché. Voilà. Si l'avenant qui vous est présenté ne prend pas en compte l'ensemble de ces surcoûts, de ces impacts, il ne faut pas signer l'avenant. Il ne faut pas signer l'avenant parce que si vous signez l'avenant, ça veut dire que vous l'acceptez. Ça veut dire que c'est une modification de votre contrat et en plus, souvent, les maîtres d'ouvrage inclut dans ces propositions d'avenant qu'une petite clause selon laquelle l'entreprise déclare renoncer à l'ensemble des événements passés antérieurs à la signature de l'avenant. Donc, dans ce cas-là, vous serez coincé. Donc, il ne faut pas les signer et répondre, par contre, rapidement à la maîtrise d'ouvrage pour exposer les raisons pour lesquelles vous refusez de signer cet avenant et quels sont les impacts qui n'ont pas été pris en compte dans le cadre de cet avenant. Je voulais aussi attirer votre attention sur le fait que il n'y a pas que le Covid qui peut impacter votre marché. Il y a eu, dans certains cas, c'est souvent le cas en matière de chantier, des événements qui ont impacté l'exécution de vos contrats, des imprévisions, des défaillances d'entreprise, de la maîtrise d'ouvrage, de conception, qui n'ont aucun lien avec le Covid. Et dans ce cas-là, il faut faire attention que l'ensemble des événements antérieurs au Covid aient également été pris en compte dans le cadre des avenants. Ou sinon, vous serez certainement réputé y avoir renoncé. Un mot sur l'avenant? Non. Vous pouvez avoir le cas où les propositions d'aménagement vous sont notifiées par ordre de service. Là encore, il faut vérifier comme pour les avenants si l'ensemble des impacts sont pris en compte et si ce n'est pas le cas, adresser un courrier de réserve à l'avenant dans les délais qui sont prescrits par les stipulations contractuelles. Alors, dans le CCAG travaux, Solène vous en parlera, c'est défini ces délais. Comme je vous le disais, dans les marchés privés, il y a autant de contrats que de marchés. On voit en général un délai de réserve de 15 jours, mais votre contrat peut prévoir un délai plus court ou plus long. Et là, c'est impératif de respecter ce délai parce que si vous ne respectez pas ce délai, vos demandes seront considérées comme forecloses. Là encore, vérifier s'il existait des événements à prendre en compte et qui ne sont pas liés au Covid et qui sont antérieurs au Covid, parce qu'il faudra formuler des réserves sur ce point également. Parfois, on a vu le cas, en l'absence d'avenant et d'ordre de service, de calendrier ou de planning qui était actualisé. Et là, on est dans une situation un peu complexe parce que le calendrier, la plupart du temps, est une pièce contractuelle à la base. Or, s'il vous est adressé par mail, par courrier simple, on pourrait considérer que ce n'est pas une pièce contractuelle et qu'on vous demande de travailler sur un document finalement qui n'est pas dans le champ contractuel. Donc, dans ce cadre-là, il faut écrire à la maîtrise d'ouvrage pour solliciter un avenant ou que le nouveau calendrier soit notifié par voie d'ordre de service. Là encore, comme Solène, moi je préfère la formulation d'un avenant parce qu'on montre que c'est vraiment une modification du champ contractuel, contrairement à l'ordre de service qui est en principe unilatéral, même s'il est co-signé par l'entreprise. Alors,
par rapport à ce que je viens de vous dire, il y a quand même un tempérament puisqu'on voit au regard de la jurisprudence que lorsque des calendriers sont annexés à des comptes rendus de chantier ou adressés par mail et qu'on voit que l'exécution du chantier s'est fait sur la base de ce calendrier, les juges ont tendance à considérer que même si les parties n'ont pas contractualisé, elles ont entendu se référer à ce calendrier. Mais dans ce cadre-là, vous restez soumis à une incertitude et donc je vous conseille de solliciter la conclusion d'un avenant ou la notification d'un avenant de service. Dans le cas, et c'est ce qui a été évoqué par un des participants, où aucune action n'a été entreprise par le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre, il faut vous manifester. J'espère que vous l'avez fait jusqu'à présent. Il faut vous manifester et demander à la maîtrise d'ouvrage d'adapter les conditions d'exécution de vos marchés, tant financières qu'en termes de délai. Écrivez, cela montrera, notamment au marché privé, la bonne foi est très importante, montrera votre bonne foi, montrera que vous avez alerté, surtout que dans vos stipulations contractuelles, vous avez souvent l'obligation d'alerter le maître d'ouvrage, à défaut, vos réclamations seront considérées comme forecloses. Il y a aussi le cas du marché qui a été réceptionné, mais où vous êtes face à la levée des réserves et qui va être ralenti en raison des dispositions du Covid. Là encore, il faut alerter pour demander la modification des stipulations contractuelles. Je voulais aussi attirer votre attention sur le fait que, en dehors de ces situations-là, lorsque vous voyez que la situation commence à dévier, que le maître d'ouvrage n'a aucune intention de prendre en compte vos surcoûts, d'aménager les conditions contractuelles, n'oubliez pas qu'il y a entre le contentieux et les négociations une voie qui est la médiation. Le fait de désigner un médiateur au contradictoire des parties ou d'inviter la maîtrise d'ouvrage à entrer en médiation. Et du retour d'expérience qu'on a, c'est une voie efficace pour trouver un accord équilibré entre les parties. Donc, n'attendez pas la fin du marché, le DGD, pour vous retrouver dans une situation contentieuse. Si vous voyez que la situation semble inextricable au stade de l'exécution, n'hésitez pas à aller solliciter une médiation. On me fait signe que c'est bientôt la fin de ce webinaire. Voilà, c'est ça. Il va bientôt falloir terminer. Si jamais parmi les participants, il y a une dernière question, on peut y répondre, mais je ne crois pas qu'il y en ait dans l'onglet questions, en tout cas pour le moment. Et sinon, si parmi vous, parmi les intervenants, il y en a qui veulent rajouter un dernier point, peut-être messieurs, suite à la dernière partie de la présentation. Oui, j'attire tous les entrepreneurs vigilants sur ce qu'ils signent, parce qu'on a pu voir des clauses qui intervenaient en plus, même si on parlait de Covid ou de périodes particulières, en disant qu'on renonçait, je dirais, à certaines choses. Donc, j'attire l'attention des gens à être vigilants sur ce qu'ils signent, parce que ça peut avoir des impacts par la suite. D'accord ? Voilà. Par contre, on vous remercie pour toutes ces précisions, parce que je pense que ça donne un éclaircissement important pour gérer au mieux cette situation exceptionnelle. Merci beaucoup et merci à la CPME pour l'organisation de ce webinaire. Et je voulais juste faire un petit point promotion CPME. Il y a une commission conseil au sein de la CPME, donc en matière juridique, mais aussi administrative, de ressources humaines, plus générale en matière de conseil à l'entreprise. Donc n'hésitez pas à nous solliciter si vous êtes adhérent ou si vous voulez adhérer. Bien évidemment. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à tous, merci à nos intervenants, aux participants. Donc, c'était le dernier webinaire avant l'été. La CPME ferme les 2 premières semaines d'août, mais on se retrouve après et il y aura certainement de nouveaux webinaires à la rentrée. Donc, bonnes vacances pour ceux qui en prennent, bon été à tous et merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Merci. Au revoir. Merci.